Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça gaze. Aujourd'hui on se retrouve pour un live un petit peu particulier, un live sponsor. Et oui, un live sponsor. Par qui? Eh bien par Blam, qui est une maison d'édition qui a développé une série de jeux de cartes qui s'appelle Cartaventura. Alors Cartaventura, peut-être que vous connaissez déjà, puisqu'on a travaillé avec eux par le passé, notamment sur un jeu autour de Bass Reeves, le premier Marshall noir. On avait aussi pu mettre en avant l'aventure de Leif Erikson, et donc aujourd'hui on va vous présenter, je vais vous présenter un nouveau jeu justement. Alors Cartaventura, c'est quoi exactement? C'est un jeu narratif à choix multiples, c'est un petit peu le livre dont vous êtes le héros, mais en jeu en fait, voilà. Donc la particularité de Cartaventura, c'est que ça va nous plonger vraiment dans l'histoire, dans des scénarios autour de l'histoire. Donc on est vraiment dans la thématique histoire. On a des personnages qui ont réellement existé. Voilà, donc on a Leif Erikson, Éric le Rouge. On a les légendes arthuriennes, on a les pirates, on a plein de choses. Et donc le but aujourd'hui, c'était de vous faire découvrir, cette petite boîte. Voilà, Cartaventura. Cartaventura, je sais pas pourquoi je le prononce à l'espagnol, je pense à Port Aventura, qui m'avait marqué quand j'étais adolescent, mais donc c'est Cartaventura, Caravane, voilà. Alors Cartaventura, Caravane, là, on va se plonger sur les traces de l'explorateur Ibn Battuta. Et ça tombe bien parce que c'est un bon prétexte pour parler justement de cet explorateur qui est encore trop méconnu par le public occidental, alors que c'est vraiment une figure incontournable pour le coup de l'histoire. Donc, Cartaventura Caravane, le jeu qui nous plonge au XIVe siècle sur les traces d'Ibn Battuta, un célèbre voyageur d'origine berbère. On va jouer donc son cousin et malheureusement le père d'Ibn Battuta est tombé malade et donc on va partir sur les route à la recherche d'Ibn Battuta pour lui annoncer un petit peu la nouvelle. Donc on va tester le jeu pendant une petite heure, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis au terme de cette première heure, on va recevoir une invitée, Tess Meyer, qui travaille à l'Institut du monde arabe et qui a été conseillère historique pour la conception de ce jeu. Et donc elle reviendra avec nous pour nous toucher un petit mot de son expérience, de comment est-ce qu'on conseille historiquement sur un jeu comme ça. On reviendra un petit peu plus en détail sur Ibn Battuta, sur l'Institut du monde arabe. Donc alors Cartaventura, donc ça se présente comme ça, c'est un tout petit boîtier qu'on va pouvoir ouvrir et dedans on a des cartes qui va nous permettre de jouer. Alors en gros, on va suivre une aventure interactive, un peu comme je le disais, un livre dont vous êtes le héros. Le truc, c'est que on a plusieurs choix qui sont possibles, donc plusieurs fins qui sont possibles aussi. Donc c'est un jeu qui peut se jouer tout seul, mais qui peut aussi se jouer à plusieurs. Voilà. Il est de 1 à 6 joueurs, conseillé aux plus de 10 ans, avec des parties qui durent en moyenne 1 heure. Et donc on a aussi un petit livret historique qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus. Donc je vous le lis rapidement pour que on pose un petit peu le décor de ce qui va être notre aventure pendant 1 heure. Donc on a un petit livret historique, on a un petit résumé sur l'Institut du monde arabe, fondé en 1980. L'Institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures, pour ainsi cultiver un véritable dialogue entre le monde arabe, la France et l'Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lien privilégié d'élaboration de projets culturels, bien souvent pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe. Voilà. Ensuite, on a un petit point sur les forces en présence au XIVe siècle dans cette aventure qui nous attend. Les invasions mongoles du milieu du XIIIe siècle, conduites par Genghis Khan et ses descendants, ont donné naissance à 3 grandes principautés. La Horde d'Or, dans le sud de la Russie, la principauté des Ilkhanides en Perse, et la principauté des Djagataïdes, j'aurais dû réviser un peu mes prononciations, dans les plaines d'Asie centrale, au nord de l'Inde. Ibn Battuta parcourut ces 3 royaumes. Plus à l'ouest, l'Égypte et la Syrie étaient sous la domination de sultans mamelouks. En 1250, les mamelouks, esclaves soldats originaires des steppes turques, s'étaient emparés du pouvoir au détriment de leur maître, les sultans ayyoubides. Ils parvinrent à contenir l'armée mongole vers l'ouest et se maintinrent au pouvoir en Égypte jusqu'en 1517. Le XIVe siècle vit enfin l'affirmation du pouvoir ottoman, du nom du fondateur de la dynastie. Osman, qui parvient à contrôler l'ouest de l'Anatolie au cours de la première moitié du XIVe siècle.
Ses successeurs étendirent leur territoire en soumettant d'abord les autres clans turcs présents dans la péninsule, puis en réalisant d'immenses conquêtes au cours du 15e et 16e siècle. Voilà. Et donc, petit point sur Ibn Battuta. Alors, je sais pas si je vais dire son nom en entier, parce que vraiment, niveau prononciation, Abu Abdallah Muhammad ibn Abdallah al-Lawati al-Tanji, dit Ibn Battuta, c'est plus simple, est né à Tanger le 24 février 1304. Il est le plus grand des voyageurs arabes du Moyen-Âge. Il appartenait à une famille cultivée de cadis, des juristes musulmans, et de cheikhs, des personnes exerçant une autorité en matière religieuse. Nous ne connaissons de sa vie que ses voyages. Il quitta Tanger à 21 ans afin d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. En 1327, il visita l'Irak et la Perse et rencontra à Bagdad le sultan converti à l'islam, Abu Saïd Bahadur Khan. Il s'agissait du descendant d'Ilkhan, le petit-fils du mongol Genghis Khan. Entre 1330 et 1333, Ibn Battuta se rendit en Arabie du Sud, en Afrique orientale et en Asie mineure. Puis, en 1334, il se rendit en Russie méridionale et fit la rencontre du Khan Muhammad Ouzbek, le roi de la Horde d'Or, principauté mongole semi-nomade convertie à l'islam. Ibn Battuta continua son voyage en direction de Constantinople en compagnie et sous la protection de Bayaloun Khatoun, fille de Andronique III, paléologue, le roi de Constantinople et l'empereur de Byzance. Il traversa par la suite l'Asie centrale et se rendit dans la principauté mongole de la dynastie des Jakataïdes, en Transoxiane. Il y a beaucoup trop de noms. Il y fit la rencontre du Khan Ala-ad-Din Tarmashirin, converti à l'islam, le roi de Transoxiane et descendant de Jakatai. Ibn Battuta continua son périple en Inde où il séjourna durant 8 années au sein du puissant sultanat de Delhi qui régnait alors sur la quasi-totalité du continent indien. Il exerça la fonction de cadi à Delhi, la capitale du royaume. Ibn Battuta résida par la suite 2 ans aux Maldives, puis continua son voyage sur la côte du Malabar à Ceylan, sur la côte de Coromandel au Bengale et à Sumatra avant de se rendre en Chine. Le gars, il a vraiment voyagé partout. Il retourna dans son pays natal à Fès pour partir vers l'Andalousie et le Mali en 1352. Il a accompli 6 fois le pèlerinage à la Mecque durant ses 27 ans de voyage. Les historiens ne s'accordent pas sur la date et le lieu de sa mort. Voilà, et puis après on a un petit point sur les récits, et ça on en parlera tout à l'heure avec Tess, qui reviendra un petit peu avec nous sur le boulot qui a pu être effectué autour de Ibn Battuta et de Cartaventura. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait vite, mais c'était pour vous montrer que Ibn Battuta, c'est un gars qui a voyagé, hein, clairement. Alors Cartaventura, ça se présente comme ça. On a un petit tas de cartes, donc à chaque fois on prend des cartes simplement, et on suit l'aventure, et on fait des choix. Bon là, je vais vous spoiler une aventure en particulier, mais il y a jusqu'à 5 fins, donc c'est un jeu que vous pouvez faire et refaire. Tanger, 1331. Vous refermez le portail derrière le médecin et traversez le jardin en hâte pour retourner auprès de votre oncle Abdallah. Votre famille s'empresse autour de lui, prodiguant au mieux des mots de réconfort. Le vieil homme plisse les yeux, tâchant de discerner les branches sombres des orangers contre le ciel du crépuscule. À quoi bon ? Lâche-t-il. Où est Mohamed ? Dieu me retirera-t-il sa lumière avant que je ne revoie le visage de mon fils ? L'assemblée fait silence. Il y a 7 ans que votre cousin Mohamed est parti pour le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, que tout musulman se doit d'effectuer une fois dans sa vie. Depuis, des courriers épars vous tiennent informés de ses voyages d'un sanctuaire à l'autre. C'était la fierté de la famille d'avoir un fils si pieux et si aventureux jusqu'à aujourd'hui. J'irai le chercher. Tous les regards se tournent vers vous. Oui, j'irai à la Mecque, mon oncle. Je ramènerai Mohamed. Et donc là, on me dit, posez cette carte au centre de la table, puis retournez-la, piochez la 4, la carte 4. Votre proposition ne sortait pas de nulle part. Voilà des années que vous trouvez Tanger trop petite, trop provinciale. Il est temps que vous quittiez les chemins trop familiers du Maghreb et contempliez de vos propres yeux la splendeur des métropoles d'Orient. Après tout, n'avez-vous pas vous-même l'âge idéal pour le Hajj ? Ça se prononce bien Hajj, pour ceux qui sont dans le coin là et qui ont une expérience en prononciation arabe, parce que moi c'est Hajj que ça se prononce, d'accord. Votre mère vous remet une amulette contenant les prières tracées de sa main.
Votre père vous bombarde de conseils superflus. Vous acceptez avec philosophie ces marques d'inquiétude qui ne vous détournent en rien de vos préparatifs. Certains, comme votre cousin Mohamed, se lancent dans l'aventure avec une méchante monture et un sac de provisions, comptant sur la providence et la charité des croyants. Ça n'est pas votre idée. Habitué depuis l'enfance à accompagner votre père pour ses affaires, vous n'ignorez rien de la tenue d'une caravane marchande. Lorsque vous reviendrez de votre pèlerinage, ça sera le cœur et les coffres débordant de trésors. Posez cette carte sur la table à droite de la carte 3, puis piochez 5. Vous composez votre cortège avec soin. Vous rassemblez vos amis et serviteurs les plus fiables et ne choisissez que les meilleures bêtes. Votre première étape est d'acheter leurs récoltes aux fermiers que vous connaissez bien. Vous leur annoncez que cette année, vous conduirez leurs produits à la ville sainte. Ils vous réservent du thé et vous couvrent de bénédictions. Vos montures lourdes de grains, vous quittez Tanger et longez la côte vers l'Égypte. Clansène, Tunis, Tripoli, Alexandrie, Le Caire. D'un caravansérail à l'autre, les voyageurs se font plus nombreux, les conversations plus animées. Les cartes marchandises, donc c'est ce que j'ai ici, voilà. Donc elles ont une valeur en dinars. Lorsque vous devez défausser des dinars, défaussez les cartes marchandises jusqu'à atteindre ou dépasser la valeur demandée. D'autres objets sont de précieux cadeaux que vous pouvez offrir dans certaines situations. Je pioche 6 et je lis 6. Au départ du Caire, votre petite compagnie se joint à la grande caravane du Hadj. La procession traverse des centaines de kilomètres de désert pour visiter les villes sacrées de l'islam. Jérusalem, Hébron et bien sûr Médine et la Mecque, que Dieu les élève, où le prophète reçut sa révélation. D'autres cortèges convergent à l'approche de la ville sainte. Les pèlerins revêtent une modeste tenue de drap blanc et chantent les louanges en marchant jusqu'aux portes de la ville. La marée humaine s'enroule autour de la sainte Kaaba, dans laquelle est enchâssée la pierre noire venue du paradis. 10 jours durant, les rites se multiplient, les prières, les veillées. Puis, la fièvre religieuse retombe et chacun retourne vers son foyer, sauf vous. Vous espériez retrouver Mohamed à l'occasion des célébrations, mais vous ne l'avez vu nulle part. Où a-t-il pu aller ? Et voilà. Et donc là, on mène une enquête. Vous avez un retard de 1. Piochez la carte 7, posez-la devant vous, avec le chiffre 1 en haut. Donc là, la carte numéro 7, c'est une carte qui m'indique le retard que je peux avoir sur lui. Qui me dit, inclinez cette carte quand votre regard sur Mohamed augmente ou se réduit. Votre retard ne peut pas descendre en dessous de 1. Si votre retard dépasse 7, retournez cette carte. En fait, au début, on nous prend un petit peu la main pour nous expliquer un peu les mécaniques du jeu. Et donc après, ça va nous permettre d'enquêter de manière beaucoup plus fluide. C'est normal, au début, il y a ce petit côté tuto. Sur chaque carte, vous avez une petite rose des vents qui est juste là, et qui vous indique en fait où placer les prochaines cartes par rapport à celle-là. Typiquement celle-là, donc c'était la Tanger. La rose des vents me dit bah tu places la carte numéro 4 à droite, donc ça va être le cas ici. Et là, on me dit que tu places la carte numéro 6 à la droite, donc ça va être là. Et ça, à la Mecque, il me dit tu places la 8 en dessous et la 9 au-dessus. Voilà. Et donc, j'imagine que là, en fait, je choisis où je vais, tout simplement. Donc, soit je pars à Damas, soit je vais visiter une confrérie religieuse dont Mohamed sera un habitué. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller à Damas. Il faut que je dispose les cartes 10 et 11. Donc, 10 par là et 11 juste au-dessus. Donc, nous avons le choix entre questionner des caravaniers ou rencontrer une épouse de Mohamed établie à Damas. Moi, j'irais spontanément aller interroger l'épouse, parce que, je sais pas, enfin, toi, ta femme, tu lui dis où tu vas, quoi. Enfin, genre, rencontrer une épouse de Mohamed établie à Damas, c'est parti, je retourne la carte. Votre cousin avait écrit s'être arrêté à Damas le temps d'obtenir plusieurs diplômes. Il mentionnait également y avoir laissé une épouse, Nour. Sûrement saura-t-elle quelque chose des déplacements de son mari. Vous faites le tour des grands érudits de cette cité, mais personne n'a vu Mohamed depuis longtemps. En revanche, Nour est bien connue. Éloquente et studieuse, elle est devenue l'assistante de la célèbre savante, la Sheikha Roula al-Dunya Zainab, qui enseigne le Coran et la tradition à la grande mosquée. Vous trouvez l'accès du vénérable établissement barré par un attroupement houleux. Un groupe d'étudiants en noir menace l'érudite, clamant qu'une femme ne devrait pas enseigner le hadith
les récits de la vie du prophète. La cheika n'en est pas à son premier esclandre. En 2 citations du Coran, elle ridiculise les propos des agitateurs. Sous les quolibets de la foule, ceux-ci n'ont d'autre choix que de se retirer. Et donc, il me dit, piochez 13, défaussez cette carte. Donc, je défausse cette carte. Hop. Et donc, je pioche la numéro 13. Numéro 13, la cheika ne décolère pas de la grossièreté des Arabes du désert, des rustres figés dans leurs coutumes primitives, qu'elle dit. Ils n'ont rien compris au message émancipateur de notre prophète. Vous expliquez à la vieille dame que vous cherchez son assistante. Nour quitte l'ombre des colonnades où elle protégeait les livres de sa maîtresse. Elle vous invite à continuer cette conversation chez elle, où elle vous prépare le thé tout en surveillant un garçon en bas âge. Nour a épousé votre cousin dans la caravane la menant au Hadj. Elle l'a ensuite suivi dans ses pèlerinages, jusqu'à ce que sa grossesse la pousse à s'arrêter à Damas. Vous lui proposez donc de l'accompagner. Elle décline, elle a vu assez de caravanes pour une vie, mais elle vous remet une lettre cachetée à l'intention de Mohamed. Abu Abdallah Mohamed, mon époux, depuis que mon père m'a donné à toi, j'ai mis mes pas dans les tiens comme une épouse respectueuse et soumise. Je me suis tue devant tes colères, tes silences, tes périples incessants. Il a fallu que tu désires me traîner sur les mers au mépris de la vie que je portais pour que je te tienne tête. Peu m'importe tes voyages, peu m'importe les cours, les sultans turcs et indiens et les faveurs que tu espères y trouver, j'ai un fils. Il porte mon nom et non le tien. Renonceras-tu à tes obsessions ou grandira-t-il sous la protection d'un autre ? Mohamed semblait se diriger vers l'Anatolie. Cela fait sens. Les terres nouvellement acquises à l'islam sont celles où les lettrés sont les plus en demande. L'endroit parfait pour commencer sa carrière. Jusqu'où cette piste vous mènera-t-elle ? Et qu'oserez-vous lui dire de ce courrier ? Du coup, on va aller questionner les caravaniers. Retournez cette carte. Les négociants de tous les horizons se pressent à Damas, attirés par le savoir-faire de ses artisans. Mohamed a beau se targuer d'être en constante quête spirituelle, il n'échappe pas aux réalités pratiques. Se déplacer est plus sûr et plus rapide au sein des caravanes marchandes. Si vous trouvez des commerçants qui ont voyagé en sa compagnie, vous en saurez plus sur ses allées et venues. Vous écumez les souks et en profitez pour acquérir des balles de draperie précieuses qui seront fort appréciées au Maroc. Vous n'oubliez pas de questionner vos confrères. Oui, on a bien vu Mohamed. Il aurait rejoint la caravane d'Abou Malik, un négociant irakien qui va et vient entre Bagdad et l'Anatolie. Les pèlerins turcs prétendent avoir entendu parler de lui là-bas, mais leur récit est confus et peu convaincant. Retournez 9. Donc, je retourne la carte 9. Et là, il me dit de placer 2 autres cartes, la 14 à droite et la 15 au-dessus. Alors, il faut avoir une grande table, parce que ça prend effectivement vite de la place. Si on va chercher Abou Malik le marchand, on perd 1 dirham. Ah, effectivement, les cartes plans. Ah oui, effectivement, ça forme une jolie map monde, j'avais pas vu. En gros, sa femme nous disait que, de par le questionnement de sa femme, on nous disait qu'il était peut-être plus vers l'Anatolie, et l'autre, les commerçants disaient qu'il avait rejoint une caravane qui faisait Anatolie-Bagdad. Voilà. Donc en gros, soit on va à Bagdad, soit on va en Anatolie. Mais du coup là on a un faisceau, je pense qu'on va aller vers l'Anatolie, numéro 15. Donc augmenter le temps de 1 et retourner cette carte. Donc j'augmente le temps de 1, je vais le tourner ici, là, j'ai mon petit truc de temps, mon retard, donc je vais le tourner, je vais le mettre à 2. Et je retourne cette carte. La compagnie avec laquelle vous voyagez est composée de personnes modestes. La plupart parlent difficilement l'arabe, mais ils apprécient la sécurité que constitue votre petite troupe et partagent volontiers leur feu. Ils rient fort et vous font tout de suite sentir à l'aise. Le cortège fond ville après ville. Lorsque vous atteignez Antalya, il ne comporte plus qu'une poignée de voyageurs. Conviés à un repas d'adieu à la loge de leur confrérie, vous découvrez un bâtiment cossu où une centaine de jeunes hommes se réunissent chaque soir. Ils exercent des métiers divers et parlent grec, turc ou hébreu. Par la magie d'une bonne table et d'interminables bains de vapeur, ces acquis, les généreux, finissent par se jurer amitié et entraide. Vous apprenez que Mohamed a bénéficié du même accueil que vous à Antalya. Les acquis se rappellent avec fierté la visite de ce saint personnage. Et oui, vous avez bien entendu, un saint personnage. Réduisez le temps de 1. Donc on repasse à 1 sur notre retard. Défaussez toutes les cartes rouages. Alors les rouages, c'est tous les choix en fait qu'on avait à faire. Donc il faut les défausser, on les enlève tout simplement du jeu. Et on remplace cette carte, la carte 15, par la carte
16. Donc la carte 16, elle est ici, juste au-dessus, en Anatolie. Et là, il me propose de mettre la carte numéro 32, juste à gauche de l'Anatolie. Et effectivement, ce qui est assez joli, c'est que au fur et à mesure, la carte qu'on a ici au centre va former une vraie carte, une vraie map monde en fait. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Sur ces terres prises à l'Empire byzantin, bourgeonnent pas moins de 17 sultanats turcs. Mohamed aurait juré de les visiter tous. Vous suivez sa trace jusqu'à l'antique port de Smyrne. Alors que vous approchez de la cité de la route côtière, 2 grands navires s'approchent d'une petite crique et mettent à l'eau une multitude de chaloupes. Les rameurs portent des cuirasses et poussent une clameur sauvage à l'approche de la rive. Les croisés débarquent. Affolé, vous pressez votre suite de forcer l'allure. Mais Giuseppe, un esclave latin qui vous accompagne depuis des années, reste planté sur le chemin avec ses mules. Les voix qui montent de la plage parlent sa langue. Vous le secouez comme un prunier. Vous jurez sur le Coran que s'il souhaite sa liberté, vous la lui donnerez dès que vous aurez franchi les murailles de Smyrne. L'homme obéit, plus par habitude qu'autre chose. Vous cavalez jusqu'à la cité, dont les portes se referment lourdement sur vos talons. Retournez cette carte. Donc là, on me propose 33, 34, 35. Je commence à avoir du choix là. Ça y est, on commence à arriver dans des trucs, on va prendre des chemins un peu divers là. Donc, soit on va demander l'hospitalité des acquis, soit on va tenir la parole et affranchir Giuseppe, soit on va demander à la cour si on a vu Mohamed. On va affranchir Giuseppe. Eh ben écoutez, moi je suis pour, hein, c'était mon truc. Donc, on se défausse de 1 dinar. Ça va être ma carte marchandise, donc au revoir. Voilà, j'en ai plus. Vous conduisiez Giuseppe auprès du notaire de la ville afin de rédiger son acte d'affranchissement. Incrédule, votre serviteur regarde le juriste tracer à l'encre le document qui fera de lui un homme libre. Vous l'emmenez ensuite prendre le thé à la terrasse d'une auberge où il vous raconte les circonstances qui l'ont conduit à votre service. Ancien marin-pêcheur napolitain, il s'est fait cueillir au large des côtes par des pirates musulmans. Vendu à la criée sur les quais de Tunis, il est passé de main en main jusqu'à ce que votre père le rachète comme porteur. Giuseppe n'a pas revu son pays depuis plus de 12 ans. Il a laissé derrière lui une fiancée qui a certainement épousé un autre et des frères et sœurs dont il n'a aucune nouvelle. Il aurait fait le tour de la Méditerranée à pied pour retrouver sa liberté dans un pays dont il connaît à peine le nom. Défaussez cette carte et piochez la carte 37. Le médaillon de la Madone. En compagnie de votre ancien esclave, vous vous rendez sur le port et cherchez avec lui un navire qui pourrait contourner les blocus et le ramener chez lui. Il vous faut vendre certaines de vos marchandises pour payer son passage et le doter d'un modeste pécule pour démarrer sa nouvelle vie. Vous souhaitez bonne chance, vous vous séparez. Quelques jours plus tard, vous retrouvez Giuseppe frappant à votre porte avec un sourire immense. Il est venu vous annoncer que des négociants vénitiens l'ont accepté à leur bord. Surpris par l'offensive des croisés, ils cherchent à liquider leur cargaison avant que des blocus ne rendent la mer impraticable. Grâce à l'intermédiaire de votre ancien serviteur, vous parvenez à leur racheter leurs balles d'épélénage à un prix symbolique. Vous inspectez ces étoffes venues de l'autre bout du monde, vous vous émerveillez de l'audace quotidienne de ces marchands prêts à se faufiler jusque dans les ports de leurs ennemis pour troquer quelques tissus et sacs d'épices. Voilà, donc là j'ai gagné 2 dinars, ce qui est plutôt pas mal. Bah là il me reste 2 choix encore, donc maintenant je peux aller à la cour voir si on a vu Mohamed, ou je peux demander l'hospitalité des acquis. Bah moi je vais aller, je demande pas l'hospitalité moi j'y vais moi je vais aller à la cour voir si on a vu Mohamed, et du coup il faut que je me défausse d'1 dinar. Voilà. Vous vous présentez aux portes du palais. Un banquet doit être donné ce soir-là pour fêter la sortie victorieuse du prince Umur Bey contre les croisés. Quelques heures plus tard, vous vous retrouvez assis entre de farouches officiers turcs à applaudir la bravoure du prince. Un vénérable vieillard occupe la place d'honneur. On vous informe qu'il s'agit du sultan lui-même, Mehmet Eddin Bey, grand conquérant et fondateur du sultanat d'Eddin. Il aurait, vous glisse-t-on, reçu votre cousin. Le sultan évoque de bonne grâce sa rencontre avec Mohamed, qu'il décrit comme un croyant fervent mais trop obséquieux envers les puissants. Après s'être prosterné devant lui, votre cousin avait pour projet de faire de même auprès de ses rivaux ottomans. Il espérait ensuite traverser la mer Noire pour aller explorer l'empire mongol de la Horde d'Or. Et donc, ici on me dit que je dois aller vers la carte numéro 38. J'augmente de 1 montant, donc je passe à 2. Je défausse toutes les autres cartes d'interaction et je pioche la numéro 39. Vous traversez les montagnes et gagnez un port où vous vous assurez
un navire qui vous permettra de transporter vos compagnons et vos biens. Dès que le vent se montre favorable, vous mettez le cap plein nord en direction de la Crimée. Très vite, une voile vous prend en chasse, sans doute un corsaire génois alléché par la perspective d'une proie sans défense. La modestie de votre chargement va de pair avec votre navire chétif et la faiblesse de son escorte, merci. Les Génois fondent impunément sur vous. Leurs arbalétriers pilonnent votre bâtiment, puis s'en emparent après un abordage aussi bref que violent. Vous et vos compagnons êtes capturés et revendus comme esclaves. Ah merde. Trimballés de port en port, vous découvrez les brimades et la morsure du fouet. Vous êtes finalement racheté par un banquier lombard. Il voit en vous un prêtre non parfait pour ces opérations d'usure que l'Église interdit aux chrétiens. Cette entreprise n'est pas sans risque. Vous évitez de peu un lynchage organisé par un débiteur rétif et en profitez pour échapper à votre propriétaire. Quelques mois plus tard, vous débarquez à Tanger où l'on vous célèbre comme un miraculé. Les odeurs de votre jardin n'ont pas changé. Au lieu du vacarme des cloches, c'est le chant du muezzin qui s'élève au-dessus des toits. Vous versez des larmes de gratitude. Vous n'avez pas retrouvé votre cousin, mais vous, au moins, vous avez retrouvé le chemin de votre maison. Piocher 70. 70, c'est la dernière. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Voilà, ce fut bref. Alors, il y a l'outre joueuse qui est de chez Blam qui dit « Tu as eu une des 5 fins, pas la meilleure. » Certes. Donc, effectivement, je me suis fait poutrer. Hein, mais c'est aussi ça, ce genre de jeu. je me suis fait défoncer, littéralement. En tout cas, vous voyez un peu j'ai sans doute débloquer des choses pour les parties suivantes sans m'en rendre compte. Ah. Alors là, on n'en apprend pas beaucoup plus sur la vie d'Ibn Battuta, mais on en apprend beaucoup plus sur les contextes historiques et sociaux et économiques de cette période en fait. Je trouve ça assez cool. Les illustrations sont très jolies. Hein. Là, on a Smyrne par exemple. Là, on a l'Anatolie. Voilà. 1, 2, 3, est-ce qu'on me reçoit? Bonjour. Bonjour. Bonjour Tess, enchanté. Enchanté, Benjamin. Merci d'être avec nous ce midi pour parler un peu d'Ibn Battuta et de l'Institut du monde arabe. Donc alors pour te présenter un petit peu, tu es chargé d'action culturelle dans le service action éducative et médiation de l'Institut du monde arabe. Tu es diplômé d'un master histoire à l'université Paris-Sorbonne et du master relations internationales et action à l'étranger de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et donc, tu as été consultante pour Blam sur la conception de ce jeu Carte Aventura Caravane. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, oui. Alors, de toi, comment déjà, comment t'as fait pour arriver à l'Institut du monde arabe déjà et ça a été quoi un peu ton parcours? C'est une question que j'aime bien poser aux intervenants qui viennent dans cette émission pour savoir justement d'où ils parlent, quoi. Comme tu l'as déjà dit, mon parcours du coup c'était une licence, un master d'histoire, puis un master de relations internationales. Moi j'ai toujours. Disons que sur les 2 dernières années d'études, je voulais absolument travailler à l'Institut du monde arabe car le sujet, en fait, le monde arabe, c'est vraiment un sujet qui m'a passionnée lors de mes études et j'avais envie de travailler dans cet institut qui m'intéressait et de par les thèmes abordés, mais également tout le côté culturel qui s'éloignait un peu des relations internationales parce que ça m'avait pas forcément plu à 100%. Donc voilà, et j'ai eu la chance d'être embauchée juste après mes études. Tu peux nous présenter rapidement ce que c'est l'Institut du monde arabe, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est en fait. Bien sûr, donc l'Institut du monde arabe se trouve du coup à Paris, dans le 5e, sur les berges de la Seine. Ça a été conçu en 1987 pour cultiver un dialogue en fait entre le monde arabe, la France et l'Europe. Mais c'est un espace laïque pluridisciplinaire qui comporte un musée, labellisé Musée de France, des expositions temporaires, une bibliothèque, mais également une librairie, un auditorium. Donc c'est vrai qu'on a une programmation très riche. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc il faut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un musée
C'est un musée principalement. Donc tu travailles pour l'Institut du monde arabe. Comment définir le monde arabe qui est étudié par l'Institut du monde arabe? Bien, vraiment, donc c'est les 22 pays constitutifs de la Ligue arabe et c'est des pays dans lesquels l'arabe est la langue officielle. Donc c'est ce que je disais au début du live, la langue officielle, donc la langue parlée à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres langues, qu'il n'y a pas des dialectes qui sont parlés dans chaque pays, dans chaque région. On a aussi des langues minoritaires, comme je pense au berbère, l'amazigh, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment le lien, c'est la langue. Et nous, à l'Institut du monde arabe, avant de commencer des visites guidées, par exemple, on s'arrête toujours face à la carte du monde arabe afin de poser la question justement à notre public, souvent aux jeunes. Et la mauvaise réponse, c'est vraiment quand on leur demande quel est le lien entre tous ces pays, c'est quand on nous dit la religion. En effet, la religion, c'est la mauvaise réponse car on retrouve les 3 monothéistes dans le monde arabe. Donc, on peut être arabe et juif, arabe et chrétien, arabe musulman. Voilà, ça c'est souvent un amalgame qui est fait à ce niveau-là. Et du coup, toi, alors ton job là-bas, c'est chargé d'action culturelle. Ça veut dire quoi? Alors c'est vrai que là, comme ça, c'est un peu fourre-tout, chargé d'action culturelle. Donc, comme tu l'as déjà dit, je travaille au sein des services des actions éducatives et médiation. Donc, je m'occupe vraiment de concevoir et de coordonner des projets culturels pédagogiques à destination des enseignants, des scolaires, mais aussi d'un public éloigné de la culture, d'un public du champ social. Donc, pour être un peu plus concret, ça peut prendre la forme de mallettes pédagogiques, de plateformes numériques, d'expositions itinérantes pédagogiques et même de jeux. D'accord, donc c'est dans le cadre de cette mission en fait que tu es intervenu sur Cartaventura? Complètement. Et du coup, tu as déjà pu être conseillère sur d'autres types de projets comme ça ou? Alors personnellement non, mais l'Institut du monde arabe est très régulièrement consulté pour des questions de médiation, d'ingénierie culturelle et de formation. Alors, parce que moi, je sais que pour les autres éditions, c'est le cas sur toutes les éditions, que ce soit pour les Vikings ou Bass Reeves avec le Marshall, premier Marshall noir aux États-Unis, ils font appel effectivement à des spécialistes pour s'appuyer sur cette expertise pour rendre le jeu beaucoup plus crédible. Quel a été ton rôle exactement dans l'élaboration de ce jeu? Comment ça s'est passé? Donc du coup, c'est Blam, la société d'édition de Cartaventura, qui nous a contactés. Et ma collègue Élodie Roblin et moi-même, du coup, avons été consultés en tant que conseillère historique. Donc, c'est-à-dire, on a travaillé dès l'élaboration du scénario par Pierre Buty, qui nous consultait dès qu'il avait une question d'ordre historique, géographique, ou bien sur les marchandises, par exemple, qui circulaient à ce moment-là, ou sur toutes les questions qui avaient attrait aux faits religieux. On avait vraiment pour rôle de le guider, de pointer les incohérences historiques ou les anachronismes. On a également été consulté par les illustrateurs avant de leur fournir soit des modèles ou de valider la pertinence des illustrations. Et justement, sur les illustrations, vous vous basez sur quoi, du coup, pour représenter cette époque? Est-ce qu'on a de la peinture? Est-ce qu'on a... Ça n'a pas toujours été simple. On va plutôt se baser soit sur des œuvres, du coup, on va plus penser à des œuvres patrimoniales, mais également surtout au fait aux descriptions qui sont faites dans des sources multiples. Moi, il y a un truc qui... tu vois, moi, je connais pas très bien cette histoire et cette zone géographique, et du coup on voit la femme, une des épouses d'Ibn Battuta, qui est là et qui a un rôle en fait scientifique qui est déjà décrit à l'époque. Ça, est-ce que c'est une interprétation libre du scénariste que vous avez, voilà, ou est-ce qu'il y avait vraiment des femmes qui transmettaient, qui étaient spécialistes du Coran? Il y avait vraiment des femmes, voilà, qui étaient célèbres pour leur enseignement sur l'islam. Ça a pris combien de temps
de faire ce... 6 mois d'aller-retour sur le scénario dans un premier temps, puis les illustrations, puis sur les cartes. Où voilà, on a aussi un petit peu relu à la fin. Et il n'y a pas eu de difficultés justement parce que moi je travaille avec pas mal d'autres éditeurs de jeux vidéo par exemple ou de la BD ou ce genre de choses et on le sait pour les besoins de la narration du scénario parfois il y a besoin de tricher un petit peu avec la réalité historique. Comment ça s'est passé justement? Est-ce qu'il n'y a pas pu avoir des petites alors je dis frictions mais c'est voilà des points de désaccord ou de négociation autour de contexte historique? Alors non, pas du tout. On n'a pas du tout eu de point de friction. Au contraire, c'était toujours très instructif parce que parfois on n'a pas forcément. En fait, la période est une période difficile qui est peu connue. En plus, les lieux qui ont été choisis dans le scénario ne sont vraiment pas les plus documentés et se situent en dehors du monde arabe. Donc, c'est sûr que nous, ça nous a demandé des recherches plus approfondies qu'on a par ailleurs réalisées dans la bibliothèque de Lima, qui a un fonds important de ressources. Donc, voilà, je dirais que la difficulté, elle a été plutôt là, mais après, non, on n'a pas eu de débat ou de friction. Et tu peux nous en dire un petit peu plus, par exemple, sur un des sujets que vous avez abordé, alors que tu disais la religion, mais il y a les objets, le commerce, peut-être que tu peux développer justement un peu plus sur un des sujets, quel type de conversation vous avez pu avoir avec le scénariste? Je sais que j'ai fourni un tableau des échanges à ce moment-là, qui était fait dans tout le commerce autour de l'océan Indien. Et ça a été assez instructif, je crois, pour le scénariste aussi, parce que ça a mis à bas pas mal de clichés qu'on peut avoir parfois sur, voilà, on retrouve telle marchandise à tel endroit ou pas. Après, je dirais que les discussions peut-être les plus intéressantes, c'était justement sur ces femmes savantes, car ça a été, je crois, une réelle découverte, il me semble, pour le scénariste ou certaines autres personnes de l'équipe de Blâme. Et Ibn Battuta, c'est c'est un personnage quand même incontournable. Toi, t'avais déjà bossé dessus ou pas du tout? Donc déjà, il y a eu une exposition à l'Institut du monde arabe qui s'est tenue entre novembre 2016 et février 2017, s'il me semble bien, qui s'appelait Aventurier des mers, de Simbad à Marco Polo. Et mon service, donc du coup le service d'action éducative et médiation, on a travaillé en fait sur l'œuvre d'Ibn Battuta lors de la réalisation d'une mallette pédagogique qui se nomme Culture en partage, qu'on a réalisée en partenariat avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et en fait, cette mallette a pour but de faire le pont entre les cultures juives et musulmanes pour lutter contre tous les préjugés qu'on peut avoir. Et on s'est vraiment tiré de l'œuvre d'Ibn Battuta afin de réaliser une carte et un jeu interactif à destination des scolaires, justement, qui parlait en fait du commerce et de la navigation à cette époque. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu cette vie, ce voyage d'Ibn Battuta, voilà, avec tes mots, peut-être que ce sera plus fluide que moi qui lisais rapidement le fascicule pour commencer la partie. Donc, Ibn Battuta, c'est vraiment le plus grand voyageur arabe du Moyen-Âge. Il est né à Tanger en 1304. Et il appartient à une famille cultivée de Qadi, donc c'est des juristes musulmans, et de chers, c'est des personnes exerçant une autorité en matière religieuse. Donc il est connu pour ses 27 ans de voyage où il parcourt le monde, de l'Andalousie aux confins de la Chine. Alors, je peux parler un peu plus de son parcours. En fait, il faut savoir que voilà, il n'a pas eu un trajet. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Il est beaucoup revenu sur ses pas. Il est retourné plusieurs fois dans certains pays. Donc, en gros, il quitte Tanger du coup à 21 ans afin d'accomplir le Hajj, le pèlerinage jusqu'à la Mecque. Donc, il va forcément passer par plusieurs pays pour se rendre aux lieux saints, donc Afrique du Nord, Libye, Égypte, Syrie, péninsule arabique. Puis il visite l'Irak, la Perse, donc l'Iran actuel, la côte est de l'Afrique, l'Asie mineure, la Russie méridionale, Constantinople, qui est Istanbul actuellement, l'Asie centrale, l'Inde, où pour le coup il va séjourner 8 ans. C'est vraiment son gros moment de pause. Le Sri Lanka actuel, les Maldives, l'Indonésie, la Chine, l'Andalousie, le Mali. Et durant ses 27 ans de voyage, il accomplit 6 fois le pèlerinage à la Mecque. Un joli bilan carbone, s'il vient à l'époque. Et du coup, de ces voyages, qu'est-ce qu'il en tire? Et pourquoi, d'ailleurs, il explore? Alors lui, il part vraiment de base dans l'optique de faire son pèlerinage à la Mecque.
et d'exercer sa fonction de cadi. Et on ne connaît pas réellement les motivations qui vont le pousser, mais c'est cette envie de voyage, cette envie de découverte. Et on sent bien qu'au fur et à mesure de ces voyages, il n'a qu'une envie, c'est d'en découvrir encore plus. Comment est-ce que, par quels moyens on a pu avoir accès à son trajet finalement En fait, son récit nous est connu par son œuvre, qui est le récit de ses voyages. Alors, je vais vous donner le titre entier qui est un petit peu long, qui s'appelle Présent à ceux qui aiment réfléchir sur les curiosités des villes et les merveilles des voyages. Voilà, je pense que ça donne un petit peu aussi, lui, la chose par laquelle il était animé. Donc, il faut savoir qu'il n'était pas le rédacteur de ce récit. C'est une commande d'un souverain de Fès qui lui a ordonné de dicter en fait au secrétaire du souverain tous ses voyages. Donc, il faut savoir que l'ouvrage il est rédigé du coup a posteriori. Entre les années 1355-1356. Ce récit, il va vraiment nous apporter un nombre de données extrêmement importantes pour les historiens et pas que. Donc des données concernant la géographie, la faune, la flore, l'histoire politique, l'architecture, les arts culinaires, les modes de vie, les vêtements, le savoir-faire, les coutumes et même la condition féminine des pays qu'il a visités. Mais donc ça a été commandé, mais du coup c'est des faits que lui aurait pu relater et qui ont été couchés par écrit. Alors vraiment c'est donc il a fait ses voyages, puis le souverain lui a demandé du coup qu'il dicte vraiment. Donc c'est vraiment Ibn Battuta qui va dicter, c'est pas celui qui va écrire, mais c'est celui qui va dicter. Donc il faut alors, du coup, la question de la fiabilité se pose. Faut tout d'abord noter que le récit de voyage, c'est un genre littéraire particulier qui va vraiment osciller entre une description géographique, ethnographique et religieuse, et le roman intimiste qui va plutôt faire état des souvenirs, des sentiments et des impressions plutôt subjectives de l'auteur. Donc, du coup, forcément, la question de la véracité de ses propos se pose. Elle s'est posée pour les contemporains d'Ibn Battuta et elle s'est également posée pour les historiens de nos jours. Et alors, dans le jeu, par exemple, on est confronté donc au début. Enfin, j'ai pas été confronté à grand chose vu que je me suis fait capturer assez rapidement. Capturé très rapidement. Voilà. Mais en tout cas, bon, on a rencontré sa femme, enfin une de ses femmes qui est plutôt forte tête, et on a cette lettre où elle lui dit en gros, t'as voulu me forcer à faire des trucs que je voulais pas, et bah tu t'en prends qu'à toi-même, et puis je me trouverai un autre mec. Ça en fait, donc c'est une invention du scénariste, ou est-ce qu'on a des traces du fait que peut-être une de ses épouses avait son mot à dire et c'est pas laissé faire, quoi. Alors la lettre c'est une invention du scénariste, mais par contre en effet il y a une de ces femmes qu'il a laissée dans un des ports, une des villes là comme ça, je pourrais pas exactement resituer lequel. Va envoyer quelqu'un, en effet, pour dire à Ibn Battuta, voilà, que tu as un fils, il a grandi maintenant. Donc, oui, dans tous les cas, on peut imaginer que à l'époque, les femmes avaient leur mot à dire, qu'on les écoute ou pas. Bon, on l'a vu du coup via l'issue tragique de ma première partie, c'était quand même dangereux de voyager à l'époque. C'était très dangereux, que ce soit sur les routes terrestres ou sur les routes maritimes. On pouvait toujours faire face à des groupes de voleurs, de brigands, ou carrément être pris dans des combats en fait armés entre différents royaumes. Là, on peut aussi, tout simplement, le fait de perdre un animal sur la route, de ne plus avoir assez à manger, à boire. En ce qui concerne, du coup, tous ces voyages en bateau, bon, là, on imagine bien, il suffit qu'il y ait une tempête, un naufrage, des pirates aussi également, c'est tout à fait possible. Donc, c'était très dangereux. C'était encore plus dangereux de voyager en bateau que par voie terrestre. Est-ce qu'il y a des moments où Ibn Battuta aurait pu être un peu plus qu'un
qu'un simple voyageur entre guillemets érudit qui est témoin et qui accumule du savoir. Est-ce qu'il a pu, au gré des rencontres, occuper certains postes peut-être? Oui, oui, complètement. Donc lui, comme je le disais, il est juriste, hein, c'est un juriste musulman. Il est cadi et c'est cette fonction qu'il exerce lors de ses voyages. Il va toujours intercéder auprès des plus puissants et notamment lors de son séjour en Inde, dans le puissant sultanat de Delhi, il sera cadi pour ce sultanat pendant 8 ans. Alors, quand on voit le chemin qu'il a pu prendre jusqu'en Chine, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec certaines routes commerciales. Là, en l'occurrence, il a été impliqué dans ce qu'on appelle la fameuse route des épices ou pas du tout? Pas directement parce que c'était pas un marchand. Par contre, son œuvre, elle nous donne vraiment à avoir un tableau des marchandises, des échanges et du commerce entre tous ces pays qui sont marqués pour la plupart par la présence de l'islam. Donc pour faire une petite mise au point peut-être entre la différence entre la route de la soie et la route des épices. La route de la soie, du coup, ça désigne l'ensemble des chemins, des sentiers, des pistes caravanières qu'ont emprunté les marchands de l'Antiquité jusqu'au milieu du Moyen-Âge pour faire leurs négoces, donc du coup du continent asiatique jusqu'au continent européen. Tandis que la route des épices, elle va désigner l'ensemble des routes maritimes qui sont établies entre le continent asiatique, africain et européen et qui se sont développées à partir du 9e siècle. Donc, il faut savoir que ces deux appellations, ce sont des appellations qu'on a données a posteriori, j'imagine, au 19e siècle. Voilà, Ibn Battuta s'est pas dit, je suis sur la route des épices. Et je pense que le petit point, peut-être justement, tout à l'heure, Benjamin, tu disais que c'était une histoire un peu méconnue, et en effet, c'est une histoire méconnue. On pense souvent que la route des épices commence en fait, donc cet ensemble de réseaux maritimes commence au XVe siècle avec l'arrivée des Européens. Et non, en fait, ça a commencé vraiment à s'établir dès le 9e siècle avec les marchands arabes et ça a continué après au 15e siècle et ça a été repris du coup par les puissances européennes. Alors tu nous as dit que Ibn Battuta, il avait quand même fait 6 pèlerinages à la Mecque, c'est ça? Donc ça fait un certain nombre d'allers-retours un petit peu partout. Dans le jeu, pour le coup, Carte Aventura, Caravane, on suit qu'un seul trajet d'Ibn Battuta ou est-ce que ça mélange un petit peu plusieurs expéditions? Alors, ça en mélange un petit peu. Donc, en effet, on ne passe pas par l'ensemble des contrées qui ont été visitées par Ibn Battuta, notamment tous les extrêmes, je dirais, donc Andalousie, Mali, et puis de l'autre côté, Indonésie, Chine. Le focus, il est vraiment fait sur le pèlerinage jusqu'à la Mecque, la côte Swahili, l'Irak, la Syrie, l'Anatolie, l'Asie centrale. Oui, bien sûr qu'il y a plusieurs parcours qui ont été coupés pour le scénario. Alors on l'a entrevu aussi. J'aurais aimé un peu plus les voir, les Mongols de la Horde d'Or. Donc voilà, on les a juste évoqués dans cette aventure furtive qui est la mienne durant cette première partie d'émission. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu un mot sur cette Horde d'Or? Donc pour schématiser, pour comprendre, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en fait avec les invasions mongoles, on peut vraiment distinguer deux temps dans les invasions mongoles, en tout cas pour le monde islamique. On a dans un premier temps les invasions du milieu du XIIIe siècle conduites par Gengis Khan et ses descendants. Puis la deuxième période d'invasion, fin XIVe, début XVe siècle, menée par Tamerlan. Donc, il faut savoir que ces premières invasions mongoles, elles ont été vraiment un bouleversement dans le monde islamique, notamment avec la destruction de la ville de Bagdad en 1258, qui a vraiment plongé la région dans une période très sombre d'insécurité, de brutalité et de violence. Ibn Battuta, il a vécu et voyagé vraiment entre ces deux périodes d'invasion. Il faut donc se figurer que la période s'étend sur un temps long. Qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population très importants et de nombreuses réorganisations politiques vraiment de l'Extrême-Orient en passant par l'Asie mineure jusqu'au Moyen-Orient. Et en plus donc des Mongols, on a aussi les Mamelouks et les Ottomans. Voilà, alors donc pareil, pour essayer un petit peu de schématiser, l'Égypte et la Syrie donc du coup étaient sous la domination des sultans mamelouks.
Alors, en fait, les sultans mamelouks, en 1250, les mamelouks, ce sont des esclaves, soldats, originaires des steppes turques, qui se sont emparés du pouvoir au détriment de leur maître, les sultans ayyoubides, car en fait, les mamelouks occupaient une place très importante dans l'armée. Et donc, les Mamelouks vont parvenir à vraiment contenir l'avancée mongole vers l'ouest. Et eux, ils vont se maintenir au pouvoir en Égypte jusqu'en 1517. La constitution de l'Empire ottoman, elle est plus tardive. Au moment du voyage d'Ibn Battuta, on en est au début des principautés ottomanes. Et pareil, en fait, le pouvoir ottoman va parvenir à contrôler l'ouest de l'Anatolie au cours de la première moitié du XIVe siècle, pareil, pour contenir l'avancée mongole. En travaillant sur Ibn Battuta, justement, est-ce que tu as découvert des trucs qui, toi, t'ont un peu marqué, ou des épisodes qui auraient pu être un peu... où tu t'es dit, bah, voilà, ce qu'il est en train de vivre, c'est quand même fou, quoi. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'épisodes où vraiment, là, on sentait vraiment le côté romanesque. Il subit un naufrage, il arrive à survivre sur un radeau en arrivant sur une île. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'épisodes comme ça qui font sourire. On se demande si c'est vrai ou pas. Mais moi, je crois que ce qui m'a le plus marqué au fil du récit, c'est le rapport qu'Ibn Battuta entretient avec les femmes. On en a déjà un petit peu parlé avant. Mais je trouve vraiment que ça nous montre toute l'ambivalence de cette époque, parce qu'on a vraiment d'un côté un personnage frivole, polygame, voilà, donc qui va se marier avec des femmes dans une multitude de villes, en laissant des enfants derrière lui, ce qui pourrait confirmer totalement les clichés qu'on pourrait se faire du voyageur arabe au Moyen-Âge. Mais paradoxalement, donc on en parlait tout à l'heure, il se rend chez une cheikha célèbre pour son enseignement sur l'islam, et ça ne lui pose aucun problème qu'une femme savante lui apporte ses enseignements. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner, parce que c'est quelque chose de méconnu, à mon avis. Voilà. Que ces femmes savantes, le rôle de ces femmes savantes. Et voilà. Et c'est vraiment moi l'ambivalence du personnage d'Ibn Battuta qui m'a fait un peu sourire tout au long du récit. Est-ce que dans ces récits, c'est une question un peu perso que je me pose, on a une partie un peu récit scientifique? Oui, un petit peu. Un petit peu. Moi, c'est vrai qu'il s'est beaucoup plus attaché à parler de la faune, de la flore, mais oui, on a un petit peu d'avancée, en effet, scientifique. Ouais, donc il fait quand même un récap de ce qu'il voit en termes de faune et de flore, quoi. Ah, complètement. Faune, flore, architecture, vraiment... tradition culinaire, c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de données, et c'est pour ça que la question de la véracité aussi de ses propos. Donc du coup, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je reviens un petit peu dessus. Donc son récit paraissait déjà un petit peu invraisemblable à l'époque. D'ailleurs, un historien contemporain d'Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, nous rapporte dans un de ses récits que les courtisans apparemment chuchotaient en le traitant de menteur. Donc, on a vraiment des études plus récentes qui se sont attachées à vérifier ses itinéraires, leur chronologie, à croiser les faits politiques. Et bien que, voilà, on a un doute qui plane sur certaines parties de son voyage, parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions, de confusion. Mais voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je pense déjà que la mémoire des hommes est faillible. C'est vrai que Ibn Battuta raconte ce récit après ses 27 ans de voyage, donc on imagine que c'est compliqué parfois d'être juste. Comme je vous le disais tout à l'heure, de par le genre littéraire de son récit de voyage, il a aussi, on imagine, voulu frapper l'imaginaire de ses lecteurs, et donc du coup sûrement exagérer un grand nombre d'éléments. Donc les historiens vraiment aujourd'hui s'accordent à conclure que l'authenticité de tous ces périples ne peut être démontrée, mais que l'ensemble est très crédible et qu'il nous fournit vraiment un fonds de données extrêmement important. Mais donc on a quand même des sources externes qui nous parlent d'Ibn Battuta qui ne sont pas son récit en fait. Oui, mais alors
J'en connais, alors pour être totalement transparente, j'en connais peu. Là, je vous ai parlé d'Ibn Khaldoun, parce que c'est ce que j'ai retrouvé, mais j'en connais peu. D'accord. Donc ouais, on se pose surtout sur son récit. Et bien, du coup, enfin, ça se trouve c'est un parallèle totalement foireux, hein, mais du coup, il y a un petit côté naturaliste aussi, comme ça me fait penser à ces scientifiques qui embarquaient sur des embarcations dans Master and Commander ou ce genre de choses. Où on voit les gars, ils sont en Galapagos, ils font des croquis, des choses comme ça. Il a pu faire ce genre de choses. Il a dessiné ou il les a décrits? Il les a décrits. Il a Il juste les décrit. a décrits. D'accord. Donc voilà, on ne sait pas s'il a fait des recherches après coup. Peut-être justement au moment de la rédaction de cet ouvrage. On ne sait pas exactement comment il a eu toutes ces informations, s'il avait une super mémoire, parce que vraiment, il y a des très, très grandes descriptions. Je crois qu'il y a un moment 3 pages où il va décrire un cocotier. Donc voilà, c'est vrai qu'il Il a peut-être pris des notes, quoi. avait peut-être pris des notes. La question que je me pose aussi, c'est que du coup, bon, il était juriste, mais donc spécialisé sur les droits, sur le droit autour de l'islam. Oui, le droit. Mais alors, du coup, j'imagine qu'il traversait pas que des pays qui étaient régis par ces lois. Non, 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 il ne Donc, traverse pas que... et il devait du coup parfois peut-être se confronter lors de certaines affaires à du droit qui n'était pas le droit de l'islam. Oui, complètement. Et on peut le voir d'ailleurs parfois s'emporter contre justement un juriste juif. Donc oui, voilà, on le voit s'emporter, on le voit s'étonner, parfois aussi des habitudes, voilà, de la différence qu'il a pu voir en fait dans tous ces pays qu'il a parcourus. Je pense notamment dans les petites îles où voilà, pour lui c'est vraiment des croyances païennes, mais bon, ça l'intrigue toujours. Alors du coup, on a aussi on voit moi dans le jeu là où on a commencé, on voit un débarquement de croisés à un moment donné. Il a pu avoir des relations avec le monde chrétien aussi. Est-ce qu'il a, je sais pas, peut-être noué certaines amitiés justement avec des gens d'autres religions ou voilà, parce que bon là on le voit, on est au 14e, c'est ça. C'est ça. Bon, quand on regarde par exemple Charlemagne, il y avait déjà des relations diplomatiques qui se nouaient avec Haroun al-Rachid et puis ce fameux éléphant qui a été offert à Charlemagne, Abou Labas. Donc je sais pas, on pourrait imaginer que Ibn Battuta ait eu des relations aussi parfois amicales peut-être ou diplomatiques avec des gens qui n'étaient pas musulmans. Oui, complètement, parce qu'il le comprend totalement. Notamment en Inde, parce que dans tous les royaumes, tous n'étaient pas convertis à l'islam. Et donc, du coup, parfois, il se retrouve face à des personnes hindoues. Et oui, complètement. Ça ne l'empêche pas d'avoir des rapports cordiaux avec eux. On a quelqu'un qui nous demande quels étaient les liens entre, grosse question, entre islam et politique. Il faut voir qu'avec l'arrivée du coup de l'islam, bon, je fais un petit retour un petit peu en arrière, hein, là. L'arrivée de l'islam du coup au 7e siècle, on a eu du coup la construction d'un empire musulman qui s'est vraiment étendu pour le coup de l'Andalousie jusqu'aux confins de la Chine. Et à cette époque-là, en fait, les souverains étaient musulmans, mais n'imposaient pas forcément l'islam aux contrées qui étaient sous le régime. Donc, lien entre islam et politique, disons que ça a été le moment de conquête de l'empire arabe. C'était un empire arabo-musulman. Alors dans le jeu Carte Aventura, on l'a vu pour avancer un petit peu dans l'aventure. Avoir de l'ambition et de la curiosité, c'est bien, mais il faut aussi des thunes, voilà, des dinars. Et moi, c'est parce que j'avais pas assez de dinars que je me suis retrouvé, voilà, esclave. Et donc, on peut se poser la question de comment Ibn Battuta finançait ces expéditions, ces voyages. Est-ce que du coup, c'était que des services qu'il rendait, enfin des services, il se faisait payer en faisant son métier de juriste, ou est-ce que lui aussi faisait un petit peu de commerce, de troc Il avait, lui, beaucoup, alors dans son récit en tout cas, il parle beaucoup de la générosité de ses hôtes.
Voilà, on lui offre tout le temps des cadeaux. Même les moments où il se retrouve à ne plus rien avoir, notamment un moment entre la Chine et l'Inde, il va perdre complètement sa cargaison. Il se retrouve démuni, sans rien. Il arrive toujours, par un coup de chance, à rencontrer quelqu'un qui connaît un de ses compagnons, ou qui connaît quelqu'un qui le connaît, qui va du coup l'inviter chez lui. Il va réussir à avoir des cadeaux. Et voilà, et à chaque fois, il s'en sort de cette manière. Batuta, les bons tuyaux qu'on l'appelait. Voilà. Et il a eu des compagnons de. Alors là, on nous parle à un moment donné d'un esclave qui l'aurait suivi pendant plusieurs années. C'est Giuseppe. C'est vrai ou c'est une invention totale? Alors, c'est vrai dans le sens où, oui, du coup, il ne voyage pas seul, hein, il a toujours des esclaves qui voyagent avec lui. Euh, pour le personnage de Giuseppe, non, il n'est pas réel, mais par contre, il a réellement eu des esclaves qui l'ont suivi, des compagnons de route, hein, qui sont devenus des compagnons de route, qui l'ont suivi. Voilà. Ça dépend un peu des moments de son parcours. Pas les 27 années, en tout cas. Non. Quelqu'un qui aimerait en savoir un petit peu plus justement sur le commerce dont parlait Ibn Battuta, quelles étaient les marchandises, qui les vendait, achetait, etc. C'est très complexe. Donc, il y avait tout un réseau de marchands arabes qui s'étaient en fait établis. En fait, on avait justement, avec tous ces pays où on a l'influence de l'islam, parce que c'est vrai que je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans les principautés, en fait, les 3 grandes principautés qui vont s'établir en Asie centrale après la première vague d'invasion mongole, on a certaines de ces principautés qui se convertissent à l'islam. Et en fait, ça va créer des sortes de ports, on va dire, on va dire plutôt des enclaves qui vont permettre aux marchands du coup de pouvoir se relayer. On a aussi un gros réseau de marchands juifs qui utilisent pareil. En réalité, je ne sais pas si je dois rentrer vraiment dans les précisions du commerce parce que ça peut être un petit peu complexe, mais je ne sais pas, par exemple, en termes de marchandises, on pouvait transporter aussi bien des chevaux que des épices, des dattes, mais aussi des esclaves. Il y a eu un très gros commerce voilà, d'esclaves aussi à cette période-là. Chose qui est assez méconnue. Oui, bah justement, on peut en parler un peu parce que c'est vrai que en Europe, on connaît surtout le commerce triangulaire et on entend vaguement parler de temps en temps de la traite arabo-musulmane et voilà, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Le grand public le sait pas forcément, quoi. Donc oui, voilà, il y avait une traite. Alors, c'est vrai que les esclaves n'avaient pas les mêmes fonctions, ne pouvaient pas accéder aux mêmes fonctions que dans la traite qu'on connaît. Donc, par exemple, les esclaves pouvaient accéder à des fonctions militaires. Ils pouvaient vraiment avoir, au final, des rôles très importants. Ça, je pense que c'est la grosse différence. Vraiment la chose à noter. C'était des rafles de guerre, c'était comment ça se passait? Non, souvent c'était souvent fait en collaboration avec les pouvoirs sur place, hein, qui du coup vendaient eux-mêmes, j'imagine notamment sur, enfin, je pensais notamment sur la côte Swahili, donc la côte est africaine. Voilà, il y avait des deals qui étaient passés avec les rois. Là, on avait un énorme, sur toute la côte Swahili, on avait aussi un gros commerce d'or, de fer. Tout ça, c'était un petit peu mêlé en réalité. Et donc on avait, on pouvait avoir autant du militaire compétent que des personnes engagées pour de la main-d'œuvre agricole ou de genre de choses ou... Alors, moins justement, voilà, c'est ça, je pense, la grosse différence avec la traite qui s'est passée plus tard dans le commerce triangulaire, c'est que, oui, ils pouvaient avoir ces fonctions-là, mais souvent, voilà, les esclaves, par exemple, d'Ibn Battuta, ils le suivent pendant tout ils deviennent plus ses compagnons de route qu'autre chose. Les femmes esclaves, elles pouvaient accéder au rang de concubines, de courtisanes, et d'ailleurs, il y a certaines
courtisanes qui sont devenues mères de califes. Donc, on va dire qu'on avait une ascension sociale qui était beaucoup plus possible que dans le commerce triangulaire. Par exemple, dans l'Antiquité, chez les Grecs, on avait des esclaves qui pouvaient être professeurs, par exemple. Là, c'était le cas aussi. Alors, professeur, je ne sais pas, mais par contre, qui pouvaient avoir des postes importants dans l'administration, oui. On nous demande quelles étaient les relations à cette époque entre chiites et sunnites. Il y a deux gros courants de l'islam, le courant chiite et le courant sunnite. Alors, il faut savoir que Ibn Battuta, lui, était un malékite. Donc c'est vrai qu'on voit dans son récit, il a une certaine haine envers les chiites, mais voilà, il faut vraiment replacer tout ça dans un contexte historique, essayer de pas avoir un point de vue anachronique en fait sur les choses. Et autant quand on parle de religion que lorsqu'on parle de femmes, par exemple. Alors, on a les traces d'Ibn Battuta donc à travers son récit. Est-ce qu'en dehors de son récit, tu l'as dit tout à l'heure, on a vite fait quelqu'un qui en parle, mais on sait ce qu'il est devenu après? Non. On a vraiment, de sa vie, on ne connaît que ses voyages. On ne connaît que ses voyages. Les historiens, d'ailleurs, ne s'accordent pas du tout sur le lieu et la date de sa mort. Donc, on estime que ça serait dans les années 1360 et quelques. Mais voilà, on n'a rien, en tout cas, aucune source concrète qui nous prouve une date précise de mort. Et on ne sait pas ce qu'il a fait après. Donc, on ne sait pas s'il a vécu heureux. Il a eu de nombreux enfants, ça, on a compris, mais on ne sait pas s'il a vécu vieux et heureux. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils de lecture peut-être pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur le monde arabe à cette époque ou sur Ibn Battuta justement? Bien sûr. Tout d'abord, je conseille bien sûr le récit de voyage d'Ibn Battuta, qui n'est pas toujours simple à lire, mais au final, on peut se laisser happer. Bon, alors moi, j'ai une édition, là, c'est une Pléiade, mais voilà, vous pouvez vraiment le retrouver en librairie. Il y a plein d'éditions qui publient son texte. Pour la petite anecdote, il faut savoir que les manuscrits originaux de ce récit de voyage se trouvent à la BNF, donc à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Ensuite, moi, je conseillerais un ouvrage qui s'appelle Géographe et voyageurs au Moyen-Âge, sous la direction d'Henri Bresque et d'Emmanuel Tixier-Duménil, où là, on a un recueil d'articles. C'est vraiment très intéressant, voilà, sur tout ce qui est voyageur, géographe. Et puis, si on veut un peu plus comprendre toutes les forces, enfin, toutes les puissances à ce moment-là, vraiment tout ce qui est plus politique, je conseillerais Brève histoire des empires de Gabriel Martinez-Gross. Voilà, je montre comme ça. Pareil, ça peut vous être des pistes de lecture intéressantes. Après, bien sûr, on a des ouvrages plus spécialisés, mais je pense que pour commencer, c'est déjà pas mal. Tu bosses sur quoi en ce moment? Est-ce que tu as des actus au sein de l'Institut du monde arabe ou ailleurs d'ailleurs dont tu voudrais nous faire part? Alors, du coup, par rapport, en fait, c'est intéressant parce que on a 4 expositions. En fait, on a une très riche programmation en ce moment à l'Institut du monde arabe. Donc, en plus de notre musée et de sa collection permanente, on a 4 expositions temporaires, dont 2 qui ont un lien indéniable avec Ibn Battuta. Donc, tout d'abord, on a une exposition sur les dinars qui s'appelle Un trésor en or, le dinar dans tous ses états. Voilà, qui continue jusqu'en mars 2023. C'est une petite exposition qui est au sein du musée et bon là vraiment on a un lien avec Ibn Battuta. La seconde là pour le coup c'est une grosse exposition. Ça s'appelle Sur les routes de Samarcande, merveilles de soie et d'or et là ça nous parle vraiment de toutes les techniques de textile, de broderie, de bijoux en Ouzbékistan. Donc là, voilà, c'est vraiment les 2 grosses expositions qui ont un lien direct avec Carte Aventura, je dirais. Et puis, à côté de ça, on a l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour, qui, voilà, c'est une exposition qui présente la création contemporaine d'artistes issus du monde arabe LGBT+. Et enfin, on a une autre exposition qui s'appelle Baya, femmes en leur jardin, œuvres et archives, jusqu'en mars 2023 également, qui traite justement de cette artiste algérienne Baya, assez méconnue aussi et qui a un univers très joyeux que je vous invite à découvrir.
En tout cas, ouais, moi je vous invite tous ceux qui pour le coup, n'ont jamais été à l'Institut du monde arabe, allez y faire un petit tour. C'est super sympa. J'ai eu l'occasion d'intervenir là-bas il y a quelques années, et c'était fort agréable. C'est très très beau musée, très très beau centre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour ceux qui ont du mal à le situer, c'est pas très loin de l'université de Jussieu, hein, c'est juste à côté. Voilà, c'est plutôt cool. Tess, je te remercie. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Salut, ciao.